Hélène Buzzetti, Paul Journet, Sébastien Bovet, bonsoir. 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 Alors, on vient d'entendre la co-porte-parole en entrevue. On l'a entendu en fin de semaine. Je vous présente un petit extrait. Après sa victoire samedi, on revient tout de suite. Nous, on le savait déjà, mais là, c'est plus clair que jamais. Québec solidaire, c'est le parti du Québec au grand complet. Et nous allons désormais incarner encore plus fort les aspirations de la ruralité et des régions. On va le faire à deux, avec Gabrielle à mes côtés. On va le faire ensemble. Bon, et elle me disait, elle me l'a répété, elle l'a dit à plusieurs reprises, elle dit, moi-même, je conduis un F-150, puis oui, dans les régions, il y a des propositions qui ne passaient pas lors de l'élection 2022. Hélène, premier tour de table, je lui rappelais qu'elle a été... Enfin, Paul, c'est votre papier, vous m'avez révélé le nombre de voix, là, c'est 3 personnes. Serré, mais là, elle prend toute sa place, Hélène. Oui, c'est très serré. En même temps, ça témoigne peut-être de la qualité quand même des candidatures. Il n'y avait pas de division. Moi, j'ai quand même souri au fait que la première au premier tour, Mme Gazal, n'a finalement pas gagné, ce qui confirme une certaine tendance là, quand on est dans des votes préférentiels, que si vous êtes le meneur ou la meneuse de la course, si vous ne gagnez pas au premier tour, souvent vous allez plafonner et vous ne remporterez pas. Et en tout cas, c'est certainement ce qui s'est passé ici. Sur cette question de est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient qu'elle ne fasse pas partie du caucus, je pense que pour la mission qu'elle-même s'est donnée, là, c'est d'aller porter finalement la parole orange dans le reste du Québec, ça m'apparaît peut-être comme un point positif qu'elle soit libérée des contraintes parlementaires. Ça va lui donner beaucoup plus de temps. Donc, ça pourrait être très positif pour elle. Mais pour elle, il pourrait y avoir un défi, celui de la visibilité. Pas la visibilité de Québec solidaire, parce que Gabrielle Nadeau-Dubois s'en chargera très bien, mais il ne faut pas oublier que d'ici 2026, là, la prochaine élection, il faudra choisir qui sera l'aspirant premier ministre, hein, celui ou celle qui ira au combat des chefs et qui aspirera à ce poste. Eh bien, si elle manque beaucoup de visibilité, eh bien, ça pourrait biaiser ce choix en faveur de Gabrielle. Paul, est-ce que pour ce qui est de l'aventure en région, est-ce que c'est une étape importante pour QS hier d'essayer vraiment de s'implanter ailleurs que Montréal, Québec, etc.? Bien, c'est le gros défi parce qu'à la dernière campagne électorale, Québec solidaire a enregistré une baisse des votes au net dans plus de 30 circonscriptions en région. Puis Québec solidaire se vantait d'avoir fait certaines percées en région, mais en fait, c'était plutôt hors de Montréal et plus spécifiquement dans des villes universitaires où il y avait beaucoup de jeunes. Et c'est là que sont les électeurs de QS, qui est un électorat très jeune. Donc, Émilie Lessard-Terrien avait été élue dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue, mais c'est surtout Rouyn-Noranda qui était quand même qui est une ville universitaire. Et puis Sherbrooke aussi, même chose pour Christine Labrie. Donc, c'est là que le parti doit faire des gains. Et en ce sens-là, le fait que Émilie Lessard-Terrien ne soit pas à l'Assemblée nationale, ça va pouvoir l'aider à prendre le pouls des régions et à amener cette parole-là au caucus. Cela dit, gros bémol, Québec solidaire, c'est pas un parti comme les autres et il y a déjà les militants qui sont très investis dans le parti, les militants des régions qui pouvaient déjà apporter cette parole-là. Et même si Mme Lessard-Terrien donne ces informations-là au caucus, bien, c'est les membres en définitive qui votent. Puis moi, je suis d'accord qu'il y a un enjeu pour elle de visibilité qui va être assez grand. Si elle n'est pas à l'Assemblée nationale, on va beaucoup moins la voir. Et Québec solidaire était déjà critiqué parce que les communications étaient très centralisées autour de Gabrielle Nadeau-Dubois. Donc, on aura une personne très connue et une autre qui sera encore un peu moins connue lorsque viendra le temps de choisir qui sera au prochain débat des chefs. Sébastien, parce que, bon, on vient d'en parler, être député ou pas, quand même, être député amène quelques avantages dans l'emploi, malgré tout, Sébastien. En particulier de la visibilité, la présence là où les médias couvrent la politique, c'est-à-dire ici à l'Assemblée nationale. Autre aspect, non négligeable, mais qui est très terre-à-terre, Mme Lessard-Terrien, elle a besoin de mettre du beurre d'arachide sur ses toasts le matin et elle n'a pas d'emploi comme députée. Alors, le parti va devoir la payer.
Et la payer combien? Est-ce qu'on lui donne le salaire de base d'un député, 130 000 $? Je vous rappelle, Québec solidaire va faire 3 mises à pied au mois de décembre. C'est pas un parti qui roule sur l'or. Donc, il va y avoir, dans le fait d'avoir une co-porte-parole extra-parlementaire, donc qui n'est pas élu, un coût aussi à ça. Cela étant dit, pour les régions, Mme Lessard-Terrien a beau dire... C'est une bonne question, Sébastien. Est-ce que c'est le Congrès qui va ou qui devra, ou comment ça fonctionne? Qui va décider combien on lui donne? Je pense pas que c'est le Congrès. Je pense pas que ça fasse l'objet d'un conseil national non plus où les militants votent. J'ai comme l'impression que ça se décide à l'interne. C'est comme ça que ça s'est décidé dans les autres partis en général. Puis en général, on utilise le barème du salaire de base d'un député. Alors, c'est rendu à 130 000 $. On verra. Peut-être que ce sera moins pour Mme Lessard-Terrien. Peut-être qu'elle va accepter moins aussi. Juste un dernier mot sur les régions. C'est une chose de dire on vient des régions et c'est une autre chose d'incarner les régions. Il y a un passif pour Mme Lessard-Terrien, puis elle a abordé la question avec vous en entrevue, qui vient de son parti. L'idée l'impression que Québec solidaire est anti-auto et surtaxeur aussi, ça passe très mal en région. Et donc, elle a beau venir de l'Abitibi-Témiscamingue, quand elle va porter la parole de Québec solidaire dans les régions, il va falloir qu'elle soit convaincante ou qu'elle ait d'autres propositions que celles qui ont été faites à la dernière campagne électorale. Très bien. C'était aussi l'occasion, en fin de semaine, pour Gabriel Nadeau-Dubois de dire je vous ai compris, oui, puis ça a été difficile, j'ai songé même à quitter, a-t-il dit. Vous savez, on est blindés, mais on paraît comme ça, comme des robots, comme des machines, mais ça a été très dur. Un petit extrait, puis on revient. Après les turbulences des 2 dernières semaines, là, 90 % dans un parti de débat comme Québec solidaire, franchement, je suis très satisfait. En arrivant au Congrès, j'étais stressé. Suite à mon discours d'hier, quand j'ai vu la réception que j'ai reçue de la part des membres de Québec solidaire, je suis devenu beaucoup plus serein. En politique, on se fait toujours critiquer dans les médias par nos adversaires. Ça fait partie du jeu, puis avec le temps, on se développe une couenne dure. Il y a aussi des critiques qui viennent de l'intérieur, puis c'est celle-là qui pénètre dans l'armure. Puis forcément, ça nous fait se poser des questions. Alors, on pense aux critiques de Catherine Dorion, bien sûr, on pense à d'autres. Quand même, 90 %. Paul, je commence avec vous, c'est quand même un bon score. Oui, je pense que si on lui avait dit il y a une semaine qu'il allait avoir 90 % il aurait été très content d'acheter cette option-là. Ça reste en deçà, c'est vrai, de Paul Saint-Pierre Plamondon et de François Legault et aussi du résultat que lui-même avait obtenu en 2001 de 94 %. Mais ça reste assez solide, surtout que quand je dis qu'on s'attendait à moins, c'est parce qu'il l'a évoqué lui-même. Là, Catherine Dorion, c'était pas banal, là, les critiques qui avaient été formulées à son endroit. Puis c'est des choses aussi qu'on entendait avant. Je me souviens du Conseil général à Huntsic en février dernier, où il y avait un rapport, un post-mortem de la dernière campagne électorale, et on déplorait notamment la centralisation du message, que tout tournait trop autour de Gabriel Nadeau-Dubois et qu'il n'avait pas réussi à faire des gains. Donc, les constats, ils existaient déjà et il allait bien au-delà des conflits personnels. Donc, en ce sens-là, peut-être qu'il y a des membres qui se sont dit, bien, entre Gabriel Nadeau-Dubois puis la chaise vide, puis rien, puis une nouvelle course, bien, finalement, on est mieux avec lui. Oui, parce que ça n'aurait pas été drôle, Sébastien. En fait, ça n'aurait pas été drôle. Ça aurait été compliqué pour le parti de rafistoler ça s'il y avait eu 78, là. Voilà, puis ça aurait, en général, en bas de 80 % on se dit que ce n'est pas un résultat satisfaisant. Entre 70 et 80 % on se dit que les militants veulent envoyer un message au chef. Dans ce cas-ci, Gabriel Nadeau-Dubois est rentré à Gatineau, dans le Palais des Congrès, en se disant peut-être qu'il aurait 80-85 %. Un membre de son entourage m'a dit, moi, je pensais que ce serait 85 %. Et son discours de samedi a été particulièrement émouvant. Je vous dis pas que il s'est mis les tripes sur la table pour avoir plus de votes puis monter le taux de satisfaction à son endroit, mais ça a peut-être eu ça comme conséquence, de faire réfléchir des militants qui autrement étaient mécontents de sa performance, de se dire, ouais, bien, il met ses tripes sur la table, il a passé un bout dur. Il n'a probablement pas besoin de ça, pas besoin d'un résultat de 75-78 %. Nous, comme parti, on n'a pas besoin de ça non plus, parce que si on envoie un message où on affaiblit notre chef alors qu'on a besoin d'être
notre co-porte-parole, alors qu'on a besoin d'être rassemblés. Peut-être qu'on devrait voter pour l'appuyer un peu plus. Et ça a peut-être eu un effet, donc, sur le résultat du vote de dimanche. Parce qu'Hélène, il y a une côte à remonter, là. Il ne faut pas oublier le contexte, là. Il y a une côte à remonter. Ils sont à l'offensive, là. Bien, Sébastien ne veut pas le dire, mais moi, je vais le dire. Okay. J'avoue que lorsque j'étais présente à son discours en fin de semaine, et je ne veux pas être cynique, je ne suis pas une journaliste qui essaie d'être cynique dans la vie, mais j'avoue que moi, je n'ai pas tellement cru à son acte de contrition dans le discours. J'ai eu un petit malaise. Ne serait-ce que parce que l'élection, c'était qu'il y a presque 14 mois de ça, de nous annoncer comme ça 14 mois plus tard, ah oui, j'ai songé à démissionner. Moi, j'ai été incapable de me dire, ah, il y a peut-être un petit aspect de stratégie ici. C'est toujours payant de faire preuve d'humilité. OK. Dites qu'il a sorti le violon intentionnellement, là. Bien, écoutez, je ne suis pas dans sa tête, mais c'est l'impression que j'ai eue. Comme je vous dis, sans cynisme, c'est une impression que j'ai eue. Je trouvais que ça arrivait à un moment tellement opportun, justement, 2 semaines après la sortie de ce livre de Mme Dorion, qui avait fait particulièrement mal. Alors, ça me semblait très opportun de venir dire ça, mais je me suis interrogée, pourquoi pas 14 mois plus tôt? Bon, a-t-il fait si mal, le livre? Ça, c'est un autre débat. Paul, vous y avez cru? Juste un mot, là. Bien, sans spéculer sur ses intentions, l'effet, ça a été positif sur lui. Voilà, et il est assez intelligent pour avoir prévu l'effet. Très bien. Parlant... Les faits. La décision, Olivier Bolduc est en maudit, Sébastien Bovet, dans Louis Hébert, le candidat. Déjà qu'on avait tout fait pour pas qu'il soit... Enfin, beaucoup de gens avaient fait beaucoup de choses pour qu'il ne soit pas candidat dans Louis Hébert parce que c'était un homme. Or, dans Jean Talon, pardonnez-moi, Sébastien, il claque la porte parce que le parti... Enfin, je fais le lien direct, là, tu le fais, je crois que oui, le parti a cette nouvelle résolution qui dit que désormais, il n'y aura plus d'hommes dans les partiels, si partiels il y a jusqu'en 2024. Il y en a un qui n'est pas content. Voilà, et que les candidates seront des femmes ou des personnes non binaires. Donc, on va essentiellement, ça revient à dire, on va exclure les hommes des élections partielles pour Québec solidaire d'ici à ce qu'on revoie les statuts du parti. Ça, c'est prévu l'an prochain. Alors, en effet, M. Bolduc, que vous voyez, a décidé de claquer la porte, de déchirer sa carte de membre. Il dit ça va trop loin. C'est de la discrimination. Là, je décroche. Il s'était battu, lui, pour obtenir l'investiture de Québec solidaire, alors que l'establishment, entre guillemets, du parti voulait une femme. Mais à l'intérieur de QS, cette question-là qui a été débattue sur le plancher n'a pas créé de remous. La vaste majorité des militants qui étaient là sur place à Gatineau ont voté en faveur de la résolution pour exclure les hommes. Ils ont l'impression que c'est nécessaire, puis qu'on ne va pas défaire le patriarcat à coup de propositions, qu'il faut faire pour prendre des décisions, à coup de suggestions, je pense, prendre des décisions pour agir et avoir une influence sur la suite des choses, pour essayer de tendre un peu plus vers la parité, notamment dans le caucus où il y a 8 hommes et 4 femmes. On va voir le caucus, d'ailleurs, 8 hommes, 4 femmes. Donc, on est loin, effectivement, de la parité. Hélène, proposition, donc, d'une part, départ, d'autre part, mais Émilise Lessard-Terrien nous disait qu'il n'était pas là, M. Bolduc, en fin de semaine, ce qui montre déjà qu'il a pris ses distances, là. Oui, et puis on le sentait peut-être qu'il y avait une certaine réticence de l'establishment envers cette personne. Mais quand même, je trouve que cette prise de position, elle m'apparaît un peu dommageable pour le parti. En tout cas, certainement que ce claquage de porte ne va pas aider. C'est qu'elle vient un peu confirmer la caricature que certaines personnes se font de Québec solidaire. Et justement, cette caricature que la nouvelle co-porte-parole tentera de faire éclater. Alors, c'est une bien mauvaise façon, si vous voulez, de commencer ce mandat, si je puis dire. Et ce qui est un peu agaçant, je trouve, c'est qu'on s'accroche beaucoup aux chiffres. Vous parlez du caucus, 8-4, donc ça veut dire 2 tiers, 1 tiers. Mais c'est que le caucus, il est tout petit. Alors, une seule personne qui change de sexe, qu'on remplace par l'autre sexe, et ça fait toute la différence. On serait ici la personne dans Sainte-Marie, Saint-Henri-Sainte-Anne, pardon, avait été une femme plutôt qu'un homme, eh bien, on serait déjà dans la zone paritaire de 42 % de femmes. Alors, lorsqu'on est dans un contexte de très petite équipe, je ne pense pas qu'on doive se montrer à ce point à cheval sur les chiffres. Et ça donne donc ce genre de résultats-là. Et je pense que ça va nuire aux capacités de croissance de Québec solidaire.
vous dites que ça vient encourager cette impression-là. Oui, Paul? Bien, en même temps, c'est seulement pour les élections partielles. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il va en avoir une ou deux. Donc, les conséquences me semblent assez limitées de cette mesure. Moi, la tension que je vois surtout, c'est entre deux principes, pas contradictoires, mais qui entrent en tension chez Québec solidaire. Le premier, c'est que les solidaires se disent différents des autres partis et eux, ils veulent avoir des investitures locales et c'est jamais l'exécutif qui va décider qui va être candidat dans quelle circonscription. Puis en même temps, ils veulent contrôler le résultat. Mais des fois, si on laisse les gens dans chaque circonscription décider, on arrive avec un résultat qu'on n'aime pas, ce qui était le cas dans Jean Talon, où il y avait une tension entre ce que les militants locaux voulaient et ce que le reste du parti voulait. Donc, on ne peut pas avoir une démocratie locale pure puis atteindre des résultats. Et QS est confronté à cette tension-là. Mais le vrai débat, puis je termine là-dessus, c'est pas sur les 2 ou 3 ou la pote partielle qui s'en vient. Ce sera qu'est-ce qu'ils vont faire à l'élection générale prochaine, puis dans quelle mesure est-ce que l'exécutif pourra avoir un certain contrôle sur le choix des candidatures. Puis il y a une face cachée à la parité aussi. Tu as beau avoir la moitié de femmes comme candidates aux élections, est-ce qu'elles ont une chance égale d'être élues? C'est-à-dire, sont-elles dans des circonscriptions prenables pour n'importe quel parti qui présente autant d'hommes que de femmes? L'histoire nous a démontré que souvent les femmes sont présentées dans des circonscriptions où il n'y a pas... Bien, il y a des chances, là, mais il n'y a pas... Était en pas tout cas nécessairement le plus avant facile. et... Oui, tout Puis il n'y en a pas beaucoup à Québec solidaire qui sont prenables et qui ne sont pas déjà détenus. Oui. Un mot, change de dossier, FAE. Tout à l'heure, on l'a entendu en entrevue, Mélanie Hubert qui a dit, oubliez ça cette semaine, mais je résume, mais ça risque d'être long et compliqué, Hélène. Là. Je vous demande pas quand, personne n'a de boule de cristal, Non. mais on sait que c'est pas cette semaine, en tout cas, Hélène. Non, puis c'est intéressant. Ils ont fait produire un sondage. J'ai pas vu la méthodologie, donc j'ignore dans quelle mesure je peux m'y fier complètement, mais c'est intéressant que, évidemment, le sondage venait confirmer les demandes du syndicat, mais les gens disaient qu'il faudrait qu'il y ait, par exemple, plus de classes spécialisées pour mettre les enfants avec des particularités ou plus de classes d'accueil pour les immigrants récents. Et ça vient coller aux revendications, mais tout ça, c'est difficile de gérer ça dans un contexte de négociation collective où il est beaucoup, pas seulement, mais beaucoup question plus terre-à-terre des conditions de travail, le salaire, etc. Alors, il semble que l'insatisfaction déborde peut-être du cadre d'une simple convention collective et donc ça rend les choses plus difficiles à régler. Oui, la fameuse composition de la classe. Sébastien, pas beaucoup d'espoir. En tout cas, cette semaine, ça risque d'être long, là. Oui, puis la présidente de la FAE évoque que ça va probablement durer toute la semaine encore. Ça met une certaine pression quand même sur la négociation. Le fait que la FAE soit en grève générale est limité. On a l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour le Front commun, la FIC, qui n'ont toujours pas annoncé de nouvelles journées de grève et encore moins une grève générale et illimitée. Chacun a sa stratégie, évidemment, mais le fait que les enseignants soient en grève générale et illimitée, enfin 40 des enseignants, ça met une pression. Oui, Paul, le Front commun, c'est la bonne nouvelle parce que, comme vous avez dit, Sébastien, pas de nouvelle, bonne nouvelle. Il n'y a pas de journée de grève annoncée pour le Front commun. Non, mais c'est difficile de savoir exactement dans quelle mesure ça avance aux tables ou non, mais on voit qu'on est pris avec deux dynamiques différentes. D'une part, une grève générale illimitée, la pression immense sur les deux partis parce que ça ne peut pas durer pendant encore 3-4 semaines. Pour le Front commun, bien, c'est une autre tactique, donc voyons voir s'il va y avoir de nouvelles grèves. Pression immense sur les grands-parents, les gardiennes aussi, puis l'imagination là, des parents, parce que ça touche beaucoup, beaucoup. Il y a 800 écoles de fermées. Merci Hélène, merci Paul, merci Sébastien. Merci. Bonne À soirée. très bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.